Bonsoir à toutes et on espère à tous. On est ravis de vous retrouver ce soir. Donc, je suis Lauriane Bassolet, je travaille dans l'équipe des Sentinelles depuis 5 ans maintenant. Et ce soir, on inaugure un nouveau format qui est le Facebook Live. Alors, on espère que vous serez indulgents avec nous parce que c'est un test. Donc, on espère qu'il n'y aura pas de petits bugs ou de couacs. Voilà, donc le principe, ça va être que vous pourrez poser toutes vos questions au docteur Anne-Sophie Amy-Petit qui est à côté de moi sur les thèmes de la fertilité et de la contraception après un cancer. On vous prévient d'avance, on risque de ne pas avoir soit le temps de répondre à toutes les questions ou peut-être qu'Anne-Sophie n'aura pas tout simplement toutes les réponses à vos questions. Mais si c'est le cas, on fera en sorte de réorganiser un autre événement plus tard pour répondre à toutes vos interrogations. Et dans tous les cas, sachez que nous, de notre côté, on va préparer un petit document récapitulatif, une sorte de questions-réponses qui vous permettra d'avoir accès à toutes ces réponses plus tard. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Maintenant, je vais laisser la parole à Anne-Sophie qui va se présenter et puis vous raconter tout ça. Bonjour à tous, je suis Anne-Sophie Amy-Petit, je suis médecin gynécologue médical spécialisée en cancérologie du sein et dans les thématiques de recherche, je me suis particulièrement intéressée aux problèmes de fertilité après cancer du sein. Et donc je vais essayer ce soir de répondre à vos questions si vous en avez. Alors, en attendant les premières questions, donc pourquoi est-ce qu'on organise cet événement? Vous avez peut-être vu sur la page des Sentinelles que nous avons lancé une étude nationale la semaine dernière qui s'appelle l'étude Féerique. L'étude Féerique, elle a pour but de s'intéresser à la contraception, à la fertilité et à la grossesse après un cancer du sein. Et donc, le but essentiel est de répondre à la question, est-ce qu'une patiente qui a un cancer du sein a aujourd'hui plus de difficultés à être enceinte si elle le souhaite qu'une patiente qui n'a pas eu de cancer du sein? Donc pour cela, on cherche des volontaires qui aient eu un cancer du sein et des volontaires qui en sont exempts. Et on va suivre ces femmes pendant 3 ans et on regardera à la fin de l'étude s'il y a plus de grossesse chez les femmes qui ont un cancer du sein ou chez les femmes de la population générale. Voilà en gros, en très gros pour l'étude Féerique. Je ne sais pas si on a déjà les premières questions. Alors, on n'a pas encore de questions, mais j'avais déjà répertorié quelques questions que vous nous aviez posées en amont de l'événement, en commentaire de l'événement. Donc, j'ai Audrey qui nous demandait si la chimiothérapie EC et taxotere sans hormonothérapie pouvait engendrer une ménopause précoce chez une femme traitée à 35 ans et dont les cycles sont revenus moins d'1 an après la fin de la chimio. D'accord, merci pour votre question Audrey. Donc c'est un cas qui est assez classique puisqu'on sait que la grande majorité des patientes qui sont jeunes, alors en général pour les femmes jeunes dans la littérature ça veut dire en dessous de 40 ans, la grande majorité des femmes va avoir une chimiothérapie. Et très souvent dans le cancer du sein quand on propose une chimiothérapie, il y a à la fois des anthracyclines et des taxanes. Pour environ 90% des femmes, les règles s'arrêtent pendant la chimiothérapie. Ça peut durer 6 mois, ça peut durer 1 an. Ça peut même durer plus, ça peut même durer 2 ans. Et ça ne veut pas toujours dire que les ovaires ont été mis en ménopause. Et là, dans votre cas, Audrey, les règles sont revenues au bout d'1 an. Ce qu'on sait, les études l'ont montré, c'est qu'on a l'impression que la ménopause vraiment définitive peut survenir en général quelques années auparavant. Ce qu'on sait beaucoup moins bien, c'est effectivement, est-ce que le potentiel de fertilité, dont on sait qu'il diminue vraiment de manière importante après 40 ans, est-ce que ça va diminuer aussi? Pour répondre à la question, c'est probable que la ménopause survienne quelques années avant la date où elle sera arrivée sans chimiothérapie. Le fait que vous n'ayez pas d'hormonothérapie, ça rend les choses un petit peu plus simples à interpréter parce qu'on sait que l'hormonothérapie peut également masquer les règles, même si au final, les ovaires continuent à fonctionner. Donc l'hormonothérapie brouille un peu les signaux. On peut avoir l'impression d'être ménopausé parce qu'on n'a pas eu de règles pendant 3 ans, alors qu'en fait les ovaires fonctionnent en silence. Dans votre cas où il n'y a pas d'hormonothérapie, vous verrez les règles qui réapparaîtront et vous avez vu vos règles réapparaître et probablement elles s'arrêteront plutôt, on va dire, vers l'âge de 48 ans, 49 ans, plutôt que l'âge moyen de la ménopause qui est plutôt à 51 ans. J'espère avoir répondu à la question. Alors juste une petite précision pour les personnes pour vous. Si vous voulez nous poser des questions, il suffit de les indiquer en commentaire de la vidéo. Comme ça, nous on les verra s'afficher au fur et à mesure et on pourra y répondre en direct. Alors j'avais une autre question d'Emmanuel qui nous demande qu'en est-il de la recherche pour permettre à des femmes ayant eu un cancer du sein hormonodépendant et métastasé de pouvoir avoir un enfant
de pouvoir porter un enfant avec des risques amoindris de redonner vie à leur cancer? Bonjour Emmanuel. Donc ça, c'est une question challenging, comme on dit, qui est une question compliquée. La question que vous posez, c'est sachant que j'ai un cancer du sein avec des métastases, c'est-à-dire des localisations qui sont parties ailleurs dans le corps, donc a priori pour laquelle on suppose que vous avez un traitement au long cours, que ce soit des comprimés d'hormonothérapie, que ce soit des injections d'herceptine ou que ce soit de la chimiothérapie. Le fait de porter un enfant aujourd'hui, c'est une question qui est médicalement compliquée à répondre. Pourquoi ? Parce que dans la grande majorité des cas, on va devoir arrêter le traitement. Or, une maladie qui a métastasé, c'est-à-dire qui est ailleurs dans d'autres organes, qu'on réussisse à la contrôler ou pas, on n'a globalement pas trop envie, au plan oncologique, d'arrêter les traitements. Or, le fait de mettre en route une grossesse impliquerait de devoir arrêter les traitements. Ceci dit, vous avez raison de poser cette question parce qu'aujourd'hui, vous êtes de plus en plus nombreuses en tant que patientes à la poser. Et c'est des sessions qu'on commence à voir apparaître dans les congrès internationaux. Est-il raisonnable de proposer ça à des patientes qui ont un cancer métastasé, puisque de toute façon, ce restera elles qui seront décideuses de si elles ont envie de mettre en route une grossesse ou pas. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de réponse et on n'a pas vraiment d'expérience sur ces patientes. Ce qu'on sait, c'est que les médecins oncologues sont très réticents à proposer un arrêt de traitement en cas de patiente qui a des métastases, parce qu'on va toujours vouloir mettre la pédale de frein sur la maladie et avoir un traitement au long cours pour limiter la propagation et la multiplication des cellules cancéreuses. Alors j'ai une double question de Sophie qui nous dit qu'elle a eu un carcinome canalaire infiltrant grade 3 découvert en janvier 2017 à 35 ans et qu'elle a eu comme traitement donc mastectomie et chimio. Elle n'a plus de cycle depuis février 2017. Alors elle nous pose deux questions. Est-il possible de savoir si ce qui ressemble à une ménopause est induite par la chimio puis l'hormonothérapie, ou alors est-ce que la ménopause est réelle, et peut-on savoir si ses ovaires fonctionnent encore? Et la deuxième question, est-ce que tu veux que je te la pose maintenant ou... Alors on va faire du coup en direct. Bonjour Sophie. Donc j'ai bien noté, il y a 1 an, un cancer du sein avec de la chimiothérapie, un arrêt des règles. Est-ce qu'aujourd'hui il est possible de savoir si je suis en ménopause? Alors aujourd'hui, si jamais vous allez voir un gynécologue, il va peut-être vous prescrire une prise de sang qui va éventuellement montrer qu'il y a une absence d'activité au niveau des ovaires, à savoir un œstradiol qui est bas et une FSH, donc la FSH qui est l'hormone hypophysaire qui a pour but de stimuler les ovaires, qui va plutôt être élevée. Donc une FSH élevée et un œstradiol bas, ça ce sont des dosages hormonaux évocateurs d'une ménopause. Mais ça ne veut pas dire que vos ovaires sont en ménopause définitivement. Ça veut dire éventuellement que pour le moment, ils ne travaillent pas. Ce qu'il faut savoir avec les dosages hormonaux, c'est qu'ils reflètent l'état de vos ovaires à un instant T. Ça ne veut pas dire que dans 1 mois, ça ne veut pas dire que dans 2 mois, ça ne veut pas dire que dans 6 mois, vos ovaires ne vont pas se remettre à travailler. Donc ce qu'on sait, c'est que dans les chimiothérapies qu'on reçoit pour cancer du sein, ça entraîne souvent une perturbation aiguë, en quelque sorte. Donc aiguë, ça peut vouloir dire ça dure 6 mois, ça dure 1 an, ça dure 1 an et demi, mais que bien souvent, l'activité ovarienne reprend après. Et il faut aussi savoir que ce n'est pas parce que vos règles ne réapparaissent pas que vos ovaires ne travaillent pas et que potentiellement, vous ne pourrez pas avoir de bébé un jour. Si c'est votre choix, si c'est votre envie, il faut savoir que les règles, surtout quand on est sous hormonothérapie, sont un mauvais marqueur de l'activité ovarienne. Donc on peut malgré tout avoir des ovaires qui travaillent sans règles après un cancer du sein et de la chimiothérapie. Il y a une deuxième question. Il y a une deuxième question. Donc, Sophie nous demande j'ai bien compris que je ne devais pas me précipiter pour faire l'ovariectomie, mais si la ménopause est réelle, ça n'est peut-être pas nécessaire d'attendre 45 ans. Donc là, je pense que tu as en partie répondu. Alors, je pense que, Sophie, vous nous parlez peut-être d'une ovariectomie dans le cadre d'une mutation BRCA, donc qui est un geste... Ah oui, BRCA. Voilà. J'ai oublié de le préciser. Je pense que c'est un geste qu'on vous a proposé en sachant qu'on est porteuse d'une prédisposition héréditaire avec une mutation du gène BRCA. Effectivement, on est plus à risque de cancer des ovaires. En pratique, quand même, ce qu'on conseille aux femmes, c'est d'achever leur projet parental avant de faire cette ovariectomie. Et donc, c'est pas parce qu'à 35 ans, on n'a plus de règles, que ça ne reviendra jamais, qu'on ne pourra jamais avoir de bébé et qu'il faut se précipiter pour faire l'ovariectomie. Hein? Je ne sais pas où en est votre vie familiale, votre projet parental. Il y a encore un petit peu de temps avant qu'on puisse considérer que votre fertilité est vraiment très basse. Hein? On sait que
La fertilité, on considère qu'une femme a vraiment une fertilité basse à partir de 40 ans. Et donc du coup, il vous reste quand même quelques années éventuelles si vous avez envie d'avoir un enfant. Et donc si c'est le cas, je ne me précipiterai surtout pas pour faire une ovariectomie. Après voilà, je pense qu'il faut bien être compliant avec la surveillance qu'on propose en cas de prédisposition génétique avec une mutation de BRCA2. Mais il ne faut pas se précipiter à 35 ans pour faire l'ovariectomie sur le seul argument « je n'ai plus mes règles, donc je suis ménopausée ». Ça, on sait que ce n'est pas vrai. Et dernière question de Sophie, est-ce que sa situation hormonale actuelle a l'effet d'une ménopause, par exemple sur ses os ou ce genre de choses? Alors ça, c'est une vraie question. On sait que le fait d'avoir une activité ovarienne, alors vous allez ressentir, enfin vous ressentez probablement quand on n'a pas de règles, quand on a des taux d'œstrogène bas, on ressent des symptômes de ménopause, qui peuvent être des bouffées de chaleur, qui peuvent être les sécheresses vaginales, etc. De là à ce qu'il y ait un effet sur une ostéoporose, ça c'est vraiment des carences en œstrogène qui durent très très longtemps. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on n'a pas de règles que vous avez des taux d'œstrogène qui sont excessivement bas, très profondément déprivés pendant de très nombreuses années. Donc, je ne sais pas s'il y a de l'hormonothérapie ou pas, je ne me souviens plus. En tout cas, si vous avez de l'hormonothérapie par tamoxifène, par exemple, il faut savoir que le tamoxifène, même s'il bloque l'effet des œstrogènes, voilà, donc il y a du tamoxifène, même s'il bloque l'effet des œstrogènes au niveau des cellules cancéreuses du sein et au niveau des cellules du sein, il a un effet protecteur sur vos os. Donc, vous n'êtes pas à risque d'ostéoporose car le tamoxifène protège vos os. Alors, nous avons une question de Myriam qui demande quels sont les effets secondaires des injections de granocyte ou aranesp pour traiter une leucémie. Sur la fertilité. Alors, granocyte et aranesp sont en fait des injections de facteurs de croissance hématopoïétique. Donc, le granocyte va avoir pour but, pendant les chimiothérapies, de stimuler la moelle, enfin les globules blancs, pardon, et l'aranesp va avoir pour but de stimuler les globules rouges. Alors, je ne sais pas si la question concerne la fertilité. Il n'y a pas, à ma connaissance, de données sur les facteurs de croissance hématopoïétique et la fertilité, ou en tout cas, c'est des questions que je ne connais pas. Je ne sais pas si c'était le but de la question. Et après, sur le risque de leucémogène induit par ces traitements, je ne suis pas hématologue, donc je laisserai les hématologues répondre. On a l'impression que ce n'est pas un risque qui est majeur, sinon c'est des traitements qui auraient été, si on estimait que le risque était supérieur au bénéfice, ils auraient été retirés du marché depuis longtemps. Alors, nous avons une question de Christelle. Je pense que tu y as répondu tout à l'heure. Christelle qui nous dit qu'elle a eu un cancer inflammatoire en postpartum à 32 ans. Aujourd'hui, elle a 35 ans. Elle est sous piqûre d'énantone, plus tamoxifène depuis 3 ans. Son oncologue prévoit 5 ans d'énantone. Est-ce que ses règles réapparaîtront à l'arrêt et peut-elle encore espérer avoir un autre enfant? Donc, 32 ans, donc 5 ans d'hormonothérapie, nous mène à 37 ans. Donc, 5 ans d'hormonothérapie paraît une bonne durée, hein. Donc il y a des cas où effectivement on dit on peut interrompre l'hormonothérapie très précocement. Là, il y avait quand même un cancer du sein inflammatoire. Donc continuer l'hormonothérapie pendant 5 ans me semble une bonne solution. Et il faut savoir qu'à 37 ans, alors on n'a pas la même fertilité qu'à 30, mais on n'a pas encore une fertilité qui est complètement dans les chaussettes. Et vous êtes un peu dans la zone où l'étude féerique va nous permettre de répondre. C'est quelle est la fertilité d'une femme qui a eu de la chimiothérapie et qui décide d'avoir un bébé à 37 ans. Les données qu'ont les médecins oncologues de leur expérience personnelle en consultation, c'est que bien souvent, ces patientes qui arrêtent leur traitement, qui arrêtent leur contraception et qui tentent de mettre en route un bébé, on a l'impression qu'on a plutôt plus de succès que d'échecs. Aujourd'hui, c'est assez dur de vous répondre, Christelle, parce qu'on ne peut pas vous faire une prise de sang qui va vous dire « vous, c'est sûr, vous arriverez, vous, c'est sûr, vous n'arriverez pas ». Donc, la solution qu'on peut vous proposer, c'est de dire « essayez et puis on verra bien si vous arrivez ». Ce qui n'est pas très satisfaisant pour une patiente, parce qu'on aimerait bien pouvoir savoir un peu plus, est-ce que vraiment j'y arriverai. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de vous répondre, il n'y a pas de prise de sang magique qui prédise la fertilité. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'à 37 ans, c'est mieux d'essayer à 37 ans que d'essayer à 43 ans. Les probabilités sont plus importantes. Alors, on a une question de Claire qui a eu un cancer du sein en avril 2014, qui a arrêté le tamoxifène en novembre 2017 pour essayer d'avoir un bébé. Elle vient d'avoir 39 ans. Elle nous demande s'il est possible de se faire aider si ça ne marche pas naturellement.
et s'il y a un risque pour le bébé par rapport au tamoxifène et aux chimiothérapies. Alors, donc 2 questions. Est-ce qu'il est possible de se faire aider? Alors, vous essayez depuis novembre 2017, Claire, donc ça fait 4 mois. Il faut savoir que déjà, au bout de 4 mois, il ne faut pas commencer à paniquer, puisque le délai médian d'une femme de 25 ans qui essaye d'avoir un bébé, c'est 4 mois. Donc, on n'est pas encore dans un cas où on se dit c'est quelque chose qui est désespéré. Ceci dit, vous avez 39 ans, donc il est bien de ne pas traîner. Comme n'importe quelle femme de la population générale, quand on commence à avancer en âge, on conseille d'aller tôt consulter des spécialistes de la fertilité. Donc effectivement, je vous invite, au bout de 4 mois d'essai infructueux, à vous mettre en contact avec un spécialiste de la fertilité pour voir s'il peut vous proposer quelque chose. La deuxième question que vous posez, c'est est-ce qu'il est dangereux d'avoir une aide éventuelle à la stimulation si vous en avez besoin? En fait, le rôle du spécialiste de la fertilité, ce sera de vous faire tout un bilan parce qu'il y a peut-être aussi une cause masculine, donc on fera un bilan également à votre compagnon. Il y a peut-être des causes chez vous qui sont utérines, etc. Donc il y a plusieurs bilans d'infertilité à faire, en tout cas pour ne pas perdre de temps et pas vous conseiller d'attendre 2 ans comme on pourrait le faire éventuellement chez une femme de 28. Là vous avez 39, donc on ne va pas vous laisser attendre 2 ans. Il sera éventuellement possible de vous aider s'il y a une cause qu'on identifie comme aidable, même si ce n'est pas vraiment le terme à utiliser. La deuxième question que vous posez, c'est par rapport au tamoxifène. Le tamoxifène, on préconise en général une période qu'on appelle de wash-out pour que vous soyez complètement débarrassé du tamoxifène qui peut s'accumuler dans les tissus graisseux. Là, vous avez passé la période de wash-out, donc il n'y a pas de risque malformatif pour votre éventuel futur bébé. L'autre question est est-ce que le fait que j'ai eu une chimiothérapie fait que mon enfant éventuel aura plus de malformations? Les données sont plutôt rassurantes. On n'observe pas d'augmentation du risque de malformation chez les enfants issus de mères qui ont reçu de la chimiothérapie. Donc, je vous souhaite bon courage, Claire. C'était clair? Oui. Tout à fait. Une question d'Amélie qui a 37 ans, qui a eu un cancer du sein triple négatif il y a 5 ans, tumérectomie, chimiothérapie et radiothérapie. Elle n'a pas eu de préservation d'ovocytes proposée, donc sa réserve ovarienne a été endommagée. Elle nous dit qu'aujourd'hui, elle attend un bébé grâce à une FIV avec don d'ovocytes et elle nous demande si nous avons des retours concernant l'allaitement suite à un cancer du sein. Félicitations pour cette grossesse. Est-ce qu'on a des retours? On a l'impression qu'en moyenne, alors il y a très peu d'études sur allaitement post-cancer du sein, donc ça fait partie des sujets qu'on va aussi regarder dans notre étude. On a l'impression que globalement, donc on peut allaiter après un cancer du sein, ça n'est pas contre-indiqué. On a l'impression que globalement l'allaitement marche un peu moins bien du côté du sein qui a été opéré et ou qui a eu les rayons, puisque je suppose qu'il y a eu de la radiothérapie. Voilà, mais donc ça vaut le coup d'essayer, si vous en avez envie évidemment. J'ai une question de Nissa. Alors, je ne sais pas si tu sauras répondre, Anne-Sophie. J'ai l'impression que c'est plus une question générale sur les traitements, plus que sur l'impact sur la fertilité. Bonjour Nissa. Donc la question, c'est j'ai un cancer du sein triple négatif, j'ai fait de la chimiothérapie néoadjuvante, opérée en janvier, et je viens de commencer la radiothérapie avec un cancer T1N0. J'ai 14 ganglions d'enlevés, mais aucun n'était atteint. Quel traitement vais-je avoir après? Alors, vous avez déjà eu, Nissa, si je ne dis pas de bêtises, donc un cancer du sein triple négatif pour lequel vous avez eu de la chimiothérapie néoadjuvante et a priori de la radiothérapie. Sauf erreur de ma part, a priori, une fois que vous aurez terminé votre radiothérapie, on ne va pas vous proposer de traitement complémentaire puisque votre cancer est triple négatif, donc on ne propose pas d'hormonothérapie dans ces cas-là. Et votre cancer n'exprimait pas, c'est triple négatif, donc n'exprimait pas HER2, donc on ne propose pas d'herceptine. Donc vous allez rentrer dans ce qu'on appelle la phase de surveillance, c'est-à-dire après la fin des traitements, vous verrez votre oncologue régulièrement pour faire des bilans et vérifier qu'il n'y a aucun signe de rechute de la maladie. Mais a priori, vos traitements sont terminés sur la base des éléments que j'ai dans votre poste. Alors pour l'instant, on n'a plus de questions sur le fil d'actualité, mais du coup je vais rebondir sur les questions qu'on nous avait posées auparavant. On a alors Laure qui nous avait écrit en nous disant qu'elle a eu un cancer du sein diagnostiqué à 35 ans. Elle a eu 3 enfants dont des jumeaux et elle nous demande est-ce normal, en tout cas est-ce le protocole normal, que absolument personne ne lui ait proposé une préservation d'ovocytes avant les traitements. Alors c'était un cancer du sein en quelle année? Elle ne nous dit pas. D'accord. Bonjour Laure. Effectivement, alors il n'y a pas de protocole. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que
la loi nous demande d'informer les patientes des toxicités des traitements. Informer, ça ne veut pas dire toute patiente doit bénéficier d'une préservation. En revanche, quand on administre un traitement à une patiente, c'est bien et normalement, on devrait informer chaque patiente des toxicités ovariennes des traitements. Il faut savoir que tout ceci est très très nouveau et comme toute chose très nouvelle, ça met un peu de temps à rentrer dans les pratiques. Dans les années 2010, alors que ces techniques commençaient à émerger, on était encore très nombreux à ne même pas informer les patientes que ça existait, à ne même pas leur proposer, puisque les circuits n'étaient pas rodés. On était tout plein de croyances avec de la stimulation, ça va stimuler le cancer, le fait d'envoyer dans un circuit de préservation, ça va retarder la chimiothérapie, etc. Et le cas que vous décrivez est très fréquent, et malheureusement c'est encore très fréquent en 2018 que les patientes jeunes ne soient pas informées de la toxicité des traitements sur leurs ovaires et ne voient pas des spécialistes de la reproduction. Et j'ai envie de dire, il y a possiblement également un élément qui a joué en votre défaveur, c'est qu'on a d'autant plus tendance à oublier d'en parler quand les patientes ont déjà des enfants. Et vous avez mentionné que vous aviez 3 enfants. Et c'est vrai que malheureusement, il arrive encore souvent qu'on fasse l'amalgame. Elle a déjà des enfants, elle n'en voudra plus d'autres. Ce qui est vraiment une erreur, on ne devrait pas raisonner comme ça. Mais les mentalités mettent un peu de temps à changer. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on informe les professionnels, qu'on les forme. C'est important que les patients aussi s'informent eux et en parlent et se connectent et s'organisent en association pour dire nous pensons que vous devez nous délivrer cette information, nous devons être informés car aujourd'hui on a encore des progrès à faire et les patients peuvent nous aider, les patients peuvent aider les médecins et les médecins doivent aussi se former, doivent aussi s'informer sur ce type de préservation, ce type de technique, sur les différents types de préservation utilisables. Mais malheureusement, ça arrive encore aujourd'hui que cette information fasse défaut. Alors Magali nous demande s'il y a des groupes, blogs connus ou autres concernant des mamans ayant eu des enfants post-cancer. C'est une excellente question. À ma connaissance, non. Je sais que la Fédération des collèges de gynécologie avait tenté de mener une étude il y a quelques années qui devait s'appeler « Être mère après un cancer du sein ». Je n'ai pas eu connaissance d'une communauté, notamment de blogueuses, mais je pense que ce serait une excellente initiative à monter parce que je pense que ça répond à une vraie question. Et également qu'on a aujourd'hui... On a des données sur ces enfants nés après chimiothérapie, nés après cancer du sein, mais plus on aura de données, plus on aura une communauté, plus c'est une question qu'on pourra étudier en termes de recherche. Et si les patients s'organisent et qu'en tant que médecin, si on veut monter une recherche sur ce sujet, on sait à quel interlocuteur s'adresser, on sait qu'il y a un pool de mamans avec les enfants et qu'elles vont pouvoir régulièrement nous donner des nouvelles médicales de leurs enfants, c'est une richesse sans nom pour les chercheurs parce que encore une fois, un des gros problèmes, c'est d'arriver à identifier ces femmes qui ont eu un bébé après chimiothérapie, après cancer du sein. Et donc, si les patients s'organisent, ça facilite énormément les recherches, non seulement pour la recherche médicale, et puis pour les mamans entre elles, se donner des conseils, être rassemblées dans une communauté, c'est aussi une grande force et une grande richesse. Juste une petite précision, il y a l'association Jeune et Rose qui existe. Et qui donc est directement en plein dans le sujet. Et je sais que parmi les membres de l'association, il y a une personne qui s'appelle Juliette et qui est en train de monter son association justement de mamans après un cancer. Donc elle m'a dit qu'elle me tiendrait informée dès que l'association existerait légalement, ce qui ne devrait pas tarder. Donc dans tous les cas, moi j'avais promis de relayer l'info. Donc dès que ce sera prêt, je communiquerai l'info sur la page des Sentinelles. Et on vous incite vraiment à vous inscrire si c'est votre cas parce que vous pouvez être d'une aide précieuse pour toutes les patientes qui se posent ce type de questions, pour rassurer les autres mamans parce qu'il peut y avoir beaucoup d'angoisse et d'inquiétude autour de ces questions de maternité post-cancer et donc c'est extrêmement important de pouvoir avoir des messages rassurants. Oui, c'est possible, oui, ça se passe bien et donc vraiment, vraiment faites-le et faites partager votre expérience aux autres femmes. Alors... Tout à l'heure, nous parlions de soucis techniques, n'est-ce pas ? Oui, j'ai vu que ça s'est coupé là. En fait, non, ça ne se coupe pas, mais en fait, je ne vois plus les anciens commentaires. Donc, il y a eu trop de questions d'un coup. On est victime de notre succès. Ah voilà, merci. Donc, Laura m'a passé son téléphone pour que j'affiche. Ah non, c'est pareil sur le téléphone. Ah si.
Alors, la question après Magali était la question de Virginie. Alors, je te lis le message Anne-Sophie, il est un peu long. J'ai eu un cancer du sein hormonodépendant en mai 2016. J'ai eu une préservation ovarienne par retrait d'un ovaire, stimulation impossible. Et j'ai eu tous les traitements classiques, chimio, tumérectomie et radiothérapie. Depuis, je suis sous Herceptine et Perjeta depuis 1 an et demi. Et encore pour 1 an et demi, car doute sur des cellules dans mon foie qui auraient pu être des métastases. Aujourd'hui, je n'ai plus aucune cellule cancéreuse, mais mon oncologue souhaite faire 3 ans de traitement au total par sécurité. Il me dit qu'ensuite, je pourrais faire une pause dans l'hormonothérapie, tamoxifène depuis 1 an et demi, pour faire un bébé. Qu'en pensez-vous? C'est une vraie question difficile que vous posez là. On comprend tout à fait votre désir de grossesse légitime. Je pense que vous avez 35 ans. Oui, c'est ça. C'est une vraie question difficile. En gros, vous semblez avoir une maladie avec un doute sur des cellules cancéreuses au niveau du foie, mais qui semble extrêmement bien contrôlée par les traitements. C'est vrai qu'on peut avoir la tentation dans ces cas-là de se dire est-ce qu'on pourrait faire une pause de traitement, mettre en route la grossesse? La question est un petit peu inconnue de savoir que va-t-il se passer si on arrête Herceptine et Perjeta. Ce qu'on souhaiterait tous, c'est de se dire ça a éradiqué jusqu'à la dernière cellule cancéreuse et donc on peut donner un feu vert pour une grossesse. Le doute qu'on peut avoir, c'est de se dire la maladie est contrôlée parce qu'il y a ces traitements et donc du coup, on aurait plutôt envie de ne pas les arrêter. Je n'ai pas de réponse à votre question aujourd'hui, je vous le dis très honnêtement. Je pense qu'il y a une bonne partie de la décision qui vous appartient à vous, parce qu'en réalité, votre oncologue aura son avis, mais vous irez voir un autre oncologue, il aura un autre avis, et personne n'a la réponse à cette question. Et donc, c'est un peu en fonction de votre... Dans les cas de patientes avec une maladie métastatique, ça me paraît être dans votre cas que la discussion peut être légitime. C'est-à-dire, vous me diriez... J'ai une maladie qui est très évolutive, avec des métastases au niveau du cerveau, je suis en cours de chimiothérapie, etc. Je veux faire un bébé. Je n'aurais pas de problème à vous dire, vous avez le droit d'avoir cette envie de bébé. Ça me paraît totalement irraisonnable au niveau médical, parce qu'on est à peu près sûr que si jamais on arrête les traitements, il risque d'y avoir une flambée de la maladie qui ne vous permettra pas de mener cette grossesse à terme. Dans votre cas, c'est tout à fait différent et ça pourrait être le type de maladie où on a effectivement envie de se poser la question, peut-on donner un go pour une grossesse dans ce contexte? Je pense que vous avez un cas qui n'est pas simple et qui pourrait occasionner des discussions qui dureraient très longtemps dans des staffs de médecins parce qu'encore une fois, personne n'a la réponse. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous apporter un éclairage plus lumineux que celui-là, mais je pense qu'on est dans une zone où clairement personne ne s'est tranché. Alors on a maintenant un témoignage, plus qu'une question, de Françoise qui a eu un cancer à 32 ans, qui a été sous hormonothérapie, chimio, rayon et qui a pris du tamoxifène et qui nous dit avoir arrêté par elle-même au bout de 4 ans. Elle a eu par la suite 2 filles à 39 et 42 ans et tout s'est bien passé. Et elle nous dit que les médecins ne s'y connaissaient pas tellement en termes d'allaitement. Ils n'ont pas voulu qu'elle allaite sa première fille, mais elle a allaité sa deuxième fille pendant 9 mois du côté du sein sain, malgré leur réticence, mais nous dit que le protocole est assez embêtant. Le protocole d'allaitement. Je suppose que c'est le protocole d'allaitement d'un seul sein qui est assez embêtant. Je pense que vous avez tout à fait raison, Françoise, quand vous dites que les médecins ne s'y connaissent pas trop, parce que très clairement, ce n'est pas eux qui vivent l'allaitement sur un sein irradié ou sur un sein opéré. Et donc, en fait, là encore une fois, pareil que tout à l'heure, est-ce qu'il y a des blogs pour les mamans qui ont un bébé après cancer du sein? Je pense qu'il est extrêmement important que vous puissiez communiquer sur ces cas-là, parce que les médecins, ils voient ce qu'ils voient dans les articles médicaux. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas énormément d'études là-dessus. Et puis, ils ne voient pas des cas comme vous tous les jours qui allaitent leur bébé sur un sein irradié, par exemple. Or, qui est-ce qui, mieux qu'une maman qui est en train d'allaiter son bébé sur un sein irradié, peut aider une autre maman qui a le même désir? Je pense que c'est beaucoup. Il y a un rôle énorme qui est joué par les communautés de patientes pour s'entraider, pour s'encourager, parce que l'allaitement déjà de base, c'est pas toujours facile, mais alors l'allaitement sur un sein irradié, ça doit être probablement encore plus compliqué. Donc je pense qu'il y a vous nous parlez de protocole, je pense qu'il n'y a pas, nous on n'a pas au niveau des équipes médicales des protocoles spécialisés, il y a peut-être des sages-femmes spécialisées dans l'allaitement qui s'y intéressent particulièrement, mais je pense que votre expérience elle est précieuse et donc de la partager, de la communiquer, de vous mettre en relation avec d'autres mamans, vous pourriez vraiment rendre des grands services à des patientes et parfois
les patientes rendent plus service aux autres patientes que les médecins parce qu'on est un peu démunis, on a beaucoup moins d'expérience que vous. Donc je vous encourage vivement à vous mettre en contact et à éventuellement à le poster pour pouvoir être contacté si d'autres femmes ont des questions. Je confirme qu'il y a des sages-femmes qui sont spécialisées sur ces thématiques, parce qu'on avait réalisé le portrait de l'une d'elles au tout début de l'association. C'est une toute jeune sage-femme qui faisait son mémoire et qui avait choisi de s'intéresser spécifiquement à cette question-là. Donc je pense que plus ça va aller et plus ces questions-là vont entrer dans les mœurs. Magali nous demande s'il y a un risque de rechute accrue si la grossesse a lieu après un cancer. C'est une très bonne question, Magali. En fait, pendant très longtemps, on a pensé que c'était le cas parce qu'on faisait un espèce d'amalgame. On se dit un cancer du sein a bien souvent des cellules, des récepteurs aux hormones à la surface de ces cellules et donc la grossesse qui s'accompagne d'une explosion hormonale d'œstrogène, de progestérone va stimuler une rechute. Or, toutes les études, ou la quasi-intégralité des études qui ont été publiées sur le sujet montre que non, le fait d'avoir une grossesse après cancer du sein n'augmente pas le risque de rechute d'un cancer du sein. Donc on a l'impression que c'est plutôt un effet rassurant, il y aurait peut-être même un petit effet protecteur, mais ça on ne peut pas exclure qu'il y ait un biais. Qu'est-ce que ça veut dire un biais? Ça veut dire qu'une femme qui est dans une situation où elle décide de mettre en route une grossesse, elle va bien. C'est-à-dire que ce n'est pas en général la femme qui a eu des métastases très rapidement après son cancer et qui a des métastases dans le foie, dans les os, dans la tête, puisqu'elle, en général, elle n'est pas vraiment dans un projet de grossesse. Donc on a un biais avec la survenue de la grossesse qui s'appelle en anglais le Healthy Mother Effect, qui veut dire on sélectionne des femmes qui vont bien, qui sont healthy, qui avaient un cancer du sein probablement moins grave que les autres et qui n'ont pas rechuté. Donc, pour répondre à la question, non, la grossesse n'augmente pas le risque de rechute d'un cancer du sein, en sachant que, donc ça c'est les données de la littérature, en sachant qu'on ne peut pas exclure qu'il y ait ce biais dans les études, que les femmes étaient avec des cancers du sein moins graves que les autres. Et aujourd'hui d'ailleurs, les recommandations, autant il y avait beaucoup de cancérologues, de gynécologues qui ne conseillaient pas les grossesses après cancer du sein. Aujourd'hui, ça tend à être de moins en moins vrai. Ça devient très rare que les cancérologues disent non, pas de grossesse après un cancer du sein. Il faut savoir quand même qu'il y a un effet qui est prouvé, c'est que l'hormonothérapie a bien montré qu'elle avait un bénéfice à être prise en cas de cancer du sein hormonodépendant. Et si jamais le fait de mettre en route une grossesse fait arrêter l'hormonothérapie trop tôt, alors là, oui, il y a peut-être un impact sur la récidive de la maladie, car on sait que c'est des traitements qui protègent de la récidive. Donc si on arrête le traitement, on ne sait pas si on ne pourrait pas avoir un risque accru de récidive. Mais ça, encore une fois, c'est des choses qui seront difficiles à modéliser. Il y a une étude américaine qui est en cours pour évaluer est-ce qu'on peut arrêter son hormonothérapie un peu plus tôt sans risque accru de rechute. Une étude internationale. Marion, qui a 27 ans, nous dit qu'elle a terminé ses traitements pour un cancer du sein triple négatif en juin 2017 et qu'elle a très envie d'un deuxième bébé avec son conjoint. Elle nous demande si elle peut se lancer maintenant et combien de temps elle doit attendre avant d'avoir recours aux embryons réalisés avant la chimio. Alors, c'était un cancer du sein triple négatif en juin 2017. Alors, Marion, vous avez eu un cancer du sein triple négatif, donc il y a un petit peu plus de 6 mois. Je ne sais pas quel traitement il y avait. C'est pas indiqué. C'est pas indiqué. Je suppose que s'il y a eu de la congélation d'embryons, c'est probablement que vous avez eu de la chimiothérapie. En cas de cancer du sein triple négatif, vous n'avez pas d'hormonothérapie, pas d'herceptine. Donc il n'y a pas de question à se poser sur est-ce que vous interrompez un traitement précocement ou pas, puisque vous n'avez pas de traitement complémentaire. Maintenant, quand vous allez en parler à votre oncologue, il va très probablement vous dire on recommande d'attendre 2 à 3 ans, parce que ça, c'est les délais qui sont préconisés par les recommandations internationales. Pourquoi est-ce qu'on préconise ce délai de 2 à 3 ans? On sait qu'on a un pic de récidive précoce en cas de cancer du sein qui se situe aux alentours de 2 ans. Donc ça ne veut pas dire que vous allez avoir ce pic de récidive, mais on essaye toujours, avant de donner un feu vert oncologique, d'avoir passé ce premier pic de récidive, de manière à ne pas se retrouver dans la situation qui est souvent assez tragique, d'avoir une grossesse qui survient en même temps qu'une récidive.
C'est ça le rationnel de préconiser ce délai d'attente de 2 à 3 ans. Néanmoins, ça dépend un peu du type de cancer que vous avez eu. N'ayant pas le dossier médical, c'est toujours un petit peu compliqué de répondre. Il y a aussi un élément qui est à prendre en compte, c'est que vous avez 27 ans, vous êtes très jeune, donc un délai de 2 ans à 27 ans n'est pas extrêmement délétère pour votre fertilité. Vous en auriez 40 et vous n'auriez pas fait de préservation de la fertilité, le discours serait totalement différent. C'est-à-dire que faire passer une femme de 40 à 42 ans en termes de fertilité, on sait qu'on est extrêmement délétère. Faire passer une femme de 27 à 29 ans en termes de fertilité, on pense probablement qu'on n'est pas très délétère de proposer ces délais. Et l'autre question sous-jacente, c'est avant d'aller réutiliser mes embryons qui ont été congelés dans le cadre de la préservation de la fertilité, il est très probable qu'au moment où vous déciderez, après discussion ou pas avec votre oncologue, on conseille toujours de le faire parce qu'on pense que c'est mieux, mais a priori, il y a des patientes qui prennent leur décision toutes seules sans en parler avec l'oncologue. Quand vous prendrez cette décision de mettre en route une grossesse, très probablement que vous pourrez essayer par vous-même, et il n'est pas du tout exclu, on a des tonnes, enfin des tonnes, on ne parle pas en tonnes, mais on a des nombres importants de patientes qui ont eu leur bébé de manière spontanée après les traitements, même quand elles avaient eu de la chimiothérapie. Et particulièrement à des âges jeunes comme le vôtre, vous avez 27 ans, il est très probable que vous soyez fertile de manière spontanée et que vous n'ayez peut-être même pas besoin d'aller récupérer les embryons qui ont été congelés. Je vous souhaite un bon courage dans ce projet. Alors ensuite, on a une question d'Élise qui en fait a plus besoin d'être orientée, guidée, parce qu'apparemment les équipes se renvoient un peu la balle au sujet de son cas. Elle nous dit que, elle te demande ce que tu penses d'une possible stimulation ovarienne pour une FIV à 35 ans après un cancer canalaire infiltrant non hormonodépendant, chimio néoadjuvante, alors là ça ne me parle pas, mais toi ça va te parler, 4 FEC100 et 4 taxotere à 29 ans. Apparemment, il n'y a pas eu de proposition de préservation ovarienne et aujourd'hui, elle a une AMH à 0,31. D'accord. Donc la question, c'est à 35 ans. Alors, il y a un élément qui me manque dans votre dossier. Donc, redis-moi. Donc, cancer du sein, chimiothérapie. Donc, carcinome canalaire infiltrant non hormonodépendant. Donc, on suppose qu'il s'agit d'un cancer du sein triple négatif. Chimiothérapie néoadjuvante, 4 taxotere. Pas de préservation ovarienne, c'est pas dramatique, pas de préservation ovarienne à 29 ans. C'est même pas sûr qu'aujourd'hui on vous l'aurait proposé à 29 ans. C'est pas évident. Il y a des endroits où on ne propose pas à 29 ans parce qu'on considère que les ovaires vont récupérer. Et AMH à 0,31, encore une fois, sur une AMH toute seule, un dosage d'AMH, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être enceinte spontanément. Il y a quelque chose qui me manque dans votre dossier, Élise, c'est avez-vous essayé d'avoir un bébé spontanément, c'est-à-dire avez-vous actuellement des rapports sexuels non protégés dans l'optique de tomber enceinte? La deuxième question, c'est avez-vous des règles? Mais juste sur le fait d'avoir eu la chimiothérapie sans préservation et une AMH basse, ce n'est pas en soi une indication de FIV. Je pense quand même que si vous me dites les équipes médicales se renvoient la balle, c'est potentiellement que vous avez déjà vu des spécialistes de la fertilité et que personne ne sait réellement trancher si vous avez peut-être une autre cause dont vous ne nous avez pas parlé ou qui ne nous a pas été expliquée d'infertilité. Je suis désolée, je n'ai pas assez d'éléments pour pouvoir répondre. Ce que je peux dire sur la base des éléments que j'ai, c'est AMH à 0,31 ne veut pas dire que vous ne serez pas enceinte, même spontanément. Et il y avait aussi une deuxième question qui était est-ce qu'on a le droit de me stimuler en concertation entre l'équipe oncologique et l'équipe de spécialistes de la reproduction? Oui, on a le droit de stimuler des patientes après un cancer du sein, si tant est qu'il y ait une indication de stimulation. Et l'indication ne... Donc on a Élise qui nous apporte une précision, elle nous dit que ça fait 3 ans qu'elle essaie et que ses règles sont présentes. Voilà, donc merci beaucoup Élise pour ces informations. Effectivement, quand on est dans un désir de grossesse qui persiste depuis 3 ans avec des tentatives de grossesse, on est dans ce qu'on appelle une infertilité. Donc vous avez vu les spécialistes en infertilité. Et à ma connaissance, alors ça dépend aussi beaucoup des équipes oncologiques. Vous auriez l'équipe A, l'équipe B ou l'équipe C. Il y aurait l'équipe A qui dirait oui, l'équipe B qui dirait peut-être et l'équipe C qui dirait non. Donc encore une fois, je n'ai pas la réponse. Ce qu'on sait, c'est qu'en général, quand on autorise des stimulations après un cancer du sein, on dit qu'il ne faut pas faire 12 cycles et qu'il ne faut pas que les stimulations durent trop longtemps. Mais
très clairement, si jamais on autorise que vous ayez une grossesse, on sait que la grossesse, vous allez avoir pendant 9 mois des hormones qui vont être extrêmement élevées. Donc, c'est pas les quelques injections, c'est probablement pas les quelques injections que vous allez avoir pour les stimulations qui vont changer grand-chose à ce problème. Donc personnellement, je serais plutôt du côté des partisans du oui, mais encore une fois, je ne connais pas votre équipe oncologique et il y a des équipes qui peuvent dire ben non, au vu du dossier médical, il ne paraît pas raisonnable de. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que quand on n'arrive pas à trancher, il faut savoir que on peut demander des deuxièmes avis. Parce qu'encore une fois, on a des zones grises en médecine. Et donc, on parle un peu avec ce qu'on pense le meilleur pour le patient, mais ce que pense le médecin A ne va pas être pareil que ce que pense le médecin B. Et donc, si le discours de votre équipe oncologique ne vous satisfait pas, il n'y a pas de honte à aller demander un autre avis à quelqu'un. Voilà, avec mon dossier d'infertilité, avec mon dossier de cancer, est-ce que vous me contre-indiqueriez une stimulation hormonale ? Fanny nous demande justement à partir de quel âge propose-t-on systématiquement une préservation ovarienne ? Alors, bonjour Fanny, il n'y a pas de systématique. En fait, ça dépend beaucoup des équipes. Il y a des équipes qui vont très très loin. Il y a des équipes qui ne font pas avant 30 ans. Quand on essaye de regarder un peu ce qu'il y a dans la littérature médicale, on a du mal à trouver des seuils. Aujourd'hui, on est un peu en plein flou. Et donc, on n'a pas de recommandations nationales qui nous disent il faut à partir de tel âge et jusqu'à tel âge. Ce qu'on a comme recommandation, et ce qui est marqué dans la loi, c'est on doit informer les patients de la toxicité des traitements. Et si jamais il y a un risque d'aggravation de leur fonction ovarienne et qu'on pense qu'on peut faire quelque chose, effectivement, il faut leur proposer une préservation. Il faut savoir que en matière de préservation de la fertilité, plus on va avancer, c'est comme en fertilité hors cancer, plus on va avancer en âge, plus les résultats vont être mauvais. Donc bien souvent, les médecins qui font de la préservation de la fertilité récusent les femmes qui jugent trop âgées. Alors trop âgées, ça va très très vite pour les médecins préservateurs de la fertilité, c'est-à-dire qu'il arrive qu'à 40 ans, on dit ben non, la patiente est trop âgée, je réussirai à avoir aucun matériel et donc je ne la préserve pas. Même si à 40 ans, on se trouve très très jeune, et ben, en termes de fertilité, on est déjà bien avancé dans la vie reproductive. Et donc, du coup, il arrive que ceux qui font la préservation de la fertilité récusent les patientes parce que tout simplement, ils savent que faire le geste pour faire le geste alors qu'on aura des mauvais résultats n'apportera pas de service à la patiente. Et je voulais dire autre chose. Je ne sais plus si c'était à propos de quel... Ah oui, à partir de quel âge, pardon, excusez-moi. À partir de quel âge propose-t-on la préservation de la fertilité ? Non, donc pour revenir à la question principale, on n'a pas de cut-off strictement défini et ça dépend beaucoup des équipes. On a Virginie qui nous demande, après une ménopause chimique par Enanton pendant 1 an, au bout de combien de temps les règles reviennent-elles ? C'est une vraie question, je ne sais pas répondre. Il faut savoir que les règles après... alors je pense qu'il y a eu la ménopause chimique avec Enanton, il y a possiblement eu de la chimiothérapie également avant, et il y aura peut-être aussi du tamoxifène après. Ça dépend, enfin du tamoxifène seul, je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer. On ne sait jamais répondre à une patiente quand est-ce qu'elle va récupérer ses règles. Ça, il n'y a aucun spécialiste qui pourra vous le dire, aucune prise de sang qui pourra vous le dire. Et on sait même que ça peut récupérer très tardivement. La majorité des patientes récupèrent en gros au bout d'1 an, mais il peut y avoir des patientes qui, même au bout de 2 ans sans règles, ont une activité ovarienne qui repart et des règles qui reviennent. Ce qu'on sait, c'est que plus les règles mettent de temps à revenir, moins elles ont de chances de revenir. C'est-à-dire que si on n'a pas vu de règles pendant 4 ans, la probabilité que ça revienne devient très 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 faible. Quand on est à 6 mois sans règles, on ne peut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire que les règles ne reviendront pas. Mais plus on s'éloigne, plus la ménorrhée, donc la période sans règles, dure longtemps, plus elle a des risques d'être irréversible, c'est-à-dire de ne voir que les règles ne reviennent jamais. Je n'ai pas du tout dit que c'était votre cas. J'ai dit qu'aujourd'hui, personne n'est en mesure de vous dire quand vos règles vont revenir. Très bien. On a un témoignage d'Anaïs qui nous dit on lui a proposé une préservation des ovules qu'elle a refusée car elle avait déjà une petite fille de 3 ans et ses règles sont revenues 5 mois après l'arrêt de la chimio, juste avant la reprise de comprimés Xeloda. Elle a eu ensuite un stérilet en cuivre et toujours ses règles, donc elle dit ne pas perdre espoir. Donc je pense que c'est un peu le message de cette intervention. Merci pour ce témoignage, Anaïs. Alors, une question
d'Aminata qui nous dit qu'elle a des problèmes de ventre et des retards de 2 semaines de règles. Aminata, je pense qu'on aurait besoin de compléments d'informations pour pouvoir vous répondre. Alors, le fait d'avoir des règles qui se dérèglent un peu après chimiothérapie, on sait que les règles, quand elles reviennent, elles ne vont pas reprendre tous les 28 jours. Donc, c'est quelque chose qui peut se voir. Donc après, j'imagine qu'il y a peut-être eu de la chimiothérapie ou peut-être de l'hormonothérapie. Ça peut être normal d'avoir des règles irrégulières. Ceci dit, il y a quand même quelque chose à prendre en compte. C'est que bien souvent, alors on n'a pas beaucoup abordé ce sujet aujourd'hui, mais on a l'impression que les femmes qui ont eu un cancer du sein ont souvent des méthodes de contraception pas toujours efficaces, qui peuvent être, je m'observe, des méthodes naturelles ou des méthodes qui ne marchent pas vraiment très bien, type le stérilet. Enfin, le stérilet est une méthode très efficace. On a l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des méthodes de contraception qu'on dit moins fiables. Et donc, la première chose quand même, si vous me parlez de retard de règles, c'est peut-être que vous aviez des règles régulières et que là, vous avez un retard de règles. La première chose qu'on vous conseille dans ces cas-là, c'est quand même de faire un test de grossesse, parce que le premier diagnostic à éliminer reste la grossesse en cas de retard de règles. Même si une fois que vous avez fait un test de grossesse et qu'il est négatif, on conclura au fait que la chimiothérapie puisse avoir un peu déréglé vos cycles, et donc c'est pas anormal d'avoir des cycles irréguliers après une chimiothérapie ou une hormonothérapie. Ensuite, Lily nous dit qu'elle a eu son cancer en 2012, qu'elle est sous énantone, c'est ça, depuis 15 mois, j'imagine. Il manque un mot. Et qu'aucun des médecins ne souhaite qu'elle arrête, sauf qu'elle décrit des maux de tête avec nausées régulières, voire même des vomissements, et elle nous demande si ça peut être un des effets secondaires de ce traitement. Et elle s'interroge car elle dit que normalement ce traitement semble être prescrit sur de courtes périodes. Alors, donc Lily, bonjour, je relis le dossier en même temps. Donc, vous avez votre cancer en 2012, sous énantone depuis 15 mois. Alors, on peut tout voir. Donc, énantone, c'est quelque chose qui... non, 15 ans. Alors, sous énantone depuis 15 ans. Là, je pense qu'il me manque une information. Depuis l'âge de 15 ans, vous avez un traitement par énantone, alors qui est probablement pris pour autre chose. Je pense que... je suis désolée, j'ai pas réellement assez d'éléments pour répondre. Cancer du sein en 2012 et je suis sous énantone depuis 15 ans. Alors, si c'est effectivement un cancer du sein avec un traitement qui est prescrit depuis 15 ans, c'est possiblement qu'il y a eu à un moment ou à un autre des cellules qu'on a vues ailleurs dans le corps. Alors, encore une fois, on parle de cas là, c'est difficile sur un dossier médical, mais un traitement qui est pris pendant une durée de plus de 10 ans pour bloquer les ovaires. D'accord. Donc, effectivement, l'énantone a pour but de provoquer une ménopause chimique. La ménopause chimique, qu'est-ce que ça fait? Ça coupe complètement les taux d'œstrogène. Et on sait que les œstrogènes, en cas de cancer hormonodépendant, ils vont agir un peu comme un engrais qui vont faire se multiplier les cellules. Ceci dit, si vous me parlez d'un traitement qui dure depuis 15 ans, ce n'est pas les durées standards. Ça veut dire que votre traitement est possiblement prescrit pour des cellules qui seraient parties ailleurs et qui seraient présentes dans le corps et qu'on essaye de mettre au repos. Si depuis 15 ans, il n'y a pas eu de reviviscence, ça veut dire que très probablement, c'est un traitement qui contrôle bien votre maladie à distance. Encore une fois, je parle beaucoup dans le flou parce que je n'ai pas votre dossier médical. Vous parlez d'effets secondaires de l'énantone. Oui, ça peut tout à fait être lié à l'énantone. On sait que c'est des médicaments qui sont, entre guillemets, forts, qui provoquent des effets secondaires qui peuvent être très mal tolérés par les patientes, puisque ça provoque les symptômes d'une ménopause. Et oui, ça peut donner des symptomatologies comme vous décrivez. Je pense que j'ai médicalement pas assez d'éléments, malheureusement, pour répondre à vos questions. Est-ce que je peux l'arrêter? Je ne sais pas bien où sont localisées les cellules cancéreuses dans votre corps, si tel est le cas. Je ne sais même pas si c'est le cas. Mais donc, je suis désolée de ne pas pouvoir vous aider plus que ça. Alors, on a une autre question, je n'ai pas le prénom de la personne, qui nous demande ce qu'on pense des implants Essure. Elle a eu des antécédents de cancer du sein hormonodépendant et cette méthode lui a été proposée en changement de contraception d'un stérilet cuivre, entraînant des règles très abondantes. Et elle nous dit qu'une fois ces implants posés, les règles sont devenues hémorragiques et qu'elle a eu de fortes douleurs abdominales et une fatigue chronique avec des pics. Alors donc ça, c'est une question qui presque sort du cadre spécifique de contraception après cancer du sein. C'est vrai que
On propose de temps en temps, après un cancer du sein, quand on sait qu'on a terminé le projet parental, une méthode de contraception définitive qui s'appelle Essure. Il y a eu toute une polémique l'année dernière sur la pose, donc les implants Essure sont des petits ressorts qu'on met dans les trompes qui ont pour but de provoquer une fibrose au niveau des trompes et d'empêcher du coup un passage des spermatozoïdes et des ovules et d'éviter la survenue d'une grossesse. Il y a eu toute une polémique en 2017 sur les implants Essure parce qu'il y a eu bon nombre de patientes qui ont lié la survenue de symptômes un peu comme vous décrivez, de fatigue, de troubles abdominaux, etc., à la pose de leurs implants Essure. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a du mal à faire un lien scientifique entre ces symptômes qui ont été décrits par les patientes et la pose de l'implant Essure. Donc je ne sais pas tellement vous répondre en cas de cancer du sein. Ce que je peux dire, c'est que l'implant Essure n'est pas du tout contre-indiqué, enfin n'était pas contre-indiqué, puisqu'aujourd'hui il n'y a plus d'implant Essure, n'était pas contre-indiqué en cas de cancer du sein et on n'a pas de raison de penser que les effets secondaires pouvaient être différents en cas d'antécédent ou non de cancer du sein. Et quant à l'imputabilité des troubles que vous avez ressentis par rapport à la technique Essure, je ne sais pas vous répondre et aujourd'hui je pense que beaucoup de gens, on a beaucoup de mal au niveau scientifique à trancher sur cette causalité entre les implants et les symptômes qui ont été rapportés par ces patientes chez qui les implants avaient été posés. Une question de Céline qui a 42 ans et qui nous demande si la chimio peut avancer la ménopause, car elle a eu ses règles sont revenues 6 mois après la chimio, pendant 2 à 3 ans, mais là depuis 3 mois elle n'a plus aucune règle. Alors 32 ans. 42 ans. 42 ans. Oui, la chimio peut avancer la ménopause, hein, c'est ce qu'on avait un petit peu dit tout à l'heure. On a l'impression que ça fait une ménopause quelques années auparavant. Après, ce n'est pas parce que vous avez un arrêt des règles à 42 que vous ne reverrez plus jamais vos règles. Et ce n'est pas non plus pour ça que vos ovaires ne travaillent pas. C'est-à-dire que on peut éventuellement faire si on vous fait des dosages hormonaux tous les mois, on pourra avoir des reviviscences de votre activité ovarienne. Donc encore une fois, le fait d'avoir des règles est un mauvais témoin de l'activité ovarienne. Et pour répondre à votre question, une femme de 42 ans qui n'a plus de règles depuis 3 mois, on ne considère pas que vous êtes en ménopause. Et encore une fois, je ne sais pas prédire si vos règles vont revenir ou pas. C'est possible que oui, c'est probable que oui, mais encore une fois, on n'a pas de test prédictif, de prise de sang magique qui puisse nous l'assurer. Et encore une fois, il ne faut pas vous considérer comme ménopausé et ménopausé définitivement, car la réalité c'est qu'on n'en sait rien. Alors une dernière question, à moins qu'on ait encore de nouvelles questions qui apparaissent sur le fil. Nazéa nous demandait si on pouvait l'éclairer concernant la question de la conception d'un enfant dans le cas d'un cancer hormonodépendant sans traitement d'hormonothérapie. Elle nous dit les infos sont assez floues. Alors bonjour Nazéa. Je crois comprendre du coup que vous avez eu un cancer du sein triple négatif puisqu'on parle de... Ah non, pardon, excusez-moi. Donc cancer du sein hormonodépendant sans traitement d'hormonothérapie. Alors ce qui aurait été intéressant, c'est de savoir si l'hormonothérapie n'a pas été prescrite ou si c'est vous qui avez décidé, comme vous aviez un désir d'enfant, de ne pas prendre l'hormonothérapie. Ce qui au final ne change rien à la question. De la conception que vous avez. Donc en fait, la question de la conception, elle est la même qu'une patiente dont on a parlé tout à l'heure, hein, en cas de cancer du sein triple négatif, où il n'y a pas de traitement complémentaire. C'est à partir du moment où vous voulez un bébé, et que vous en avez discuté avec votre oncologue éventuellement. Donc le but de discuter avec l'oncologue, c'est essentiellement qu'il vous propose le bilan avant de mettre en route la grossesse, parce qu'on aime bien mettre en route des grossesses quand tous les voyants sont au vert, c'est-à-dire un bilan complet, une prise de sang, une mammo, etc., pour vérifier qu'on n'a aucun signe de récidive caché dans un coin, et donc on peut vous dire, là vous allez partir pour 6 mois où vous allez essayer, 6 mois de rapport sexuel non protégé dans l'optique d'avoir une grossesse, et puis après pendant la grossesse, pareil, on va espacer un peu le suivi le suivi du cancer ne pourra pas être exactement le même, donc c'est pour ça qu'on préconise de parler avec l'oncologue. J'ai perdu du coup le fil. Donc concernant la conception, la conception, ce qu'on vous conseille, comme vous êtes relativement jeune, si je ne dis pas de bêtises, non, on n'a pas dit l'âge, pardon, c'est d'essayer de faire votre enfant par vous-même, c'est-à-dire sans d'aide à la stimulation ni rien. Et puis, en fonction de votre âge, effectivement,
Si vous êtes plutôt jeune, ben, on vous dira de continuer à essayer. Et puis si on se rapproche des âges vers 39-40 ans, là on vous conseillera de ne pas tarder avant de contacter un médecin spécialiste de la fertilité, parce qu'effectivement on peut donner des petits coups de pouce pour faire que ça aille plus vite et pas tomber dans des âges trop âgés en termes de reproduction, c'est-à-dire 42-43 ans, où là on sait que les chances deviennent minimes. J'espère avoir répondu à la question. Et on va terminer avec la question de Saint-Rose qui arrive à la toute fin. Donc, elle nous dit qu'elle a fait une préservation de la fertilité fin 2016 avant de démarrer sa chimio, qu'elle a 7 embryons de côté et elle nous dit que ce serait bien que toutes les femmes soient informées de cette possibilité. Et elle demande à Anne-Sophie si elle pense qu'il pourrait y avoir des actions à faire en ce sens. Oh oui, merci pour votre commentaire. On est tout à fait d'accord qu'on aimerait vraiment que les femmes puissent être mieux informées de la toxicité éventuelle des traitements sur les ovaires. Je pense qu'il y a vraiment une manière qui va être importante pour nous. Donc, l'étude féerique, elle a pour but de répondre un petit peu à toutes ces questions et puis après de permettre, en fait, quand on fait une étude comme ça, le but, après, c'est nous d'aller communiquer auprès de tous les professionnels, donc de faire les congrès de gynécologues, de cancérologues, de délivrer ces messages, de dire, écoutez, regardez, on avait quand même un quart ou un tiers de patients dans notre étude qui n'avaient pas été informés de ça. Et donc ça, après, quand on apporte des vraies données de vie réelle, où on dit, regardez, on n'est pas bon. En fait, s'il y a un tiers des patients qui n'ont pas été informés, c'est pas bien. Donc là, c'est la faute des médecins. Et donc nous, ça nous permet après de changer nos pratiques. Donc, ce que je peux vous inviter à faire, donc vous posez la question, est-ce qu'il y a des actions à faire? Ce que je vous invite, c'est à diffuser largement le fait de participer à cette étude auprès de vos contacts, auprès de vos oncologues, auprès de vos gynécologues. Plus on aura de patientes dans l'étude, plus notre étude aura de la force et plus on aura une communication qui pourra toucher les professionnels. C'est-à-dire que si on réussit à recruter 25 personnes dans une étude, au final, on va vous dire votre étude est trop petite, elle ne permet pas de répondre à la question. Si demain, avec l'étude féerique, on a 5000 femmes jeunes, françaises, qui ont eu un cancer du sein, et qu'on peut aller dans les congrès français, internationaux, etc., et dire, et regardez, il y a un tiers des patientes. Et donc, ça, c'est le type d'action qu'il faut mener, c'est inviter les gens à participer à la recherche. Merci pour votre commentaire. Alors, je ne sais pas si on a encore du réseau. Oui, c'est revenu. Bon, très bien. Je pense qu'on a fait le tour des questions. On a été ravis de ce premier test. On espère que ça vous a apporté beaucoup de réponses. Merci Anne-Sophie pour ton temps et surtout pour toutes les réponses que tu as pu apporter à nos sentinelles. Je ne sais pas si tu veux dire le petit mot de la fin, peut-être. Déjà, vous remercier. C'est extrêmement important pour nous de pouvoir avoir ces contacts directs, de voir qu'il y a une vraie communauté et que là, vous étiez nombreuses, que ça n'arrêtait pas de poster, etc. Et donc, on vous conseille vraiment de continuer à être présente, à faire vivre ces forums. Et pour nous qui avons besoin d'avoir vos retours, de savoir quelles sont vos préoccupations, quelles sont les thématiques de recherche qui répondent à vos vrais besoins, pour nous, c'est très, très, très précieux d'avoir cette communauté. Donc, je vous invite à vraiment continuer à poster, à bloguer, à communiquer et à être active sur les forums parce que c'est une vraie richesse et une vraie source d'inspiration pour la recherche. Et pour terminer, on voit que ce soir ça a plutôt bien fonctionné, donc on en est ravis. Donc on essaiera de réorganiser d'autres live chats de ce genre à l'avenir, sur d'autres thématiques. Merci à tous. Au revoir.